Alors, bonjour tout le monde. Nous allons commencer. Donc, bienvenue au webinaire de l'ERICA intitulé Bilan des consultations 2023 sur l'immigration, quels enjeux pour le Québec. Je m'appelle Antoine Bilodeau, je suis professeur titulaire au département de sciences politiques à l'Université Concordia et aussi membre de l'ERICA. Donc, cet événement a été organisé par l'ERICA, l'acronyme pour l'équipe de recherche sur l'immigration au Québec et ailleurs, qui regroupe des chercheurs et chercheuses venant de 4 universités québécoises, ainsi que du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec, mieux connu sous le nom de MIFI. Donc, l'ERICA a pour objectif de faire émerger de nouvelles connaissances sur l'immigration au Québec et dans le monde grâce à une approche multidisciplinaire. Donc, on est bien content de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Quelques petites notes techniques avant de commencer. Donc, cet événement est enregistré et sera disponible sur plusieurs plateformes web éventuellement dans les jours qui suivent. Et nous vous ferons parvenir le lien où vous pourrez le récupérer sur notre site web, j'imagine. Donc, notez que nous travaillons en mode webinaire, donc votre confidentialité, elle est protégée. Le webinaire se déroulera comme suit. Donc, je vais poser des questions à nos participants, puis ensuite suivra une période de questions de l'assistance. Pour poser vos questions, c'est très important d'utiliser la procédure suivante. Donc, soit vous pouvez utiliser le bouton QR au bas de votre écran, ou encore ajouter vos questions à la section converser ou chat, dépendamment si vous utilisez le logiciel en langue française ou anglaise. Si vous avez des questions tout au long de la séance, autres, vous pouvez les adresser à Mme Élora Bussière, qui sera disponible pour vous assister dans vos problèmes techniques. Donc, nous allons aussi noter vos questions et les poser directement aux panélistes après leur présentation. Donc, les interactions, vous pouvez aller, sur le temps passant, on ne vous voit pas. Donc, on ne peut pas vous entendre, on ne peut pas vous voir. Donc, la seule façon d'interagir avec nous, c'est par écrit. Très bien. Avez-vous des questions? Levez la main? Non, ce n'est pas possible. Effectivement, on ne vous voit pas. Donc, on commence. Donc, si vous êtes ici, j'imagine que vous savez qu'en septembre 2023, la Commission des relations avec les citoyens a organisé une consultation publique dans le cadre de la planification pluriannuelle de l'immigration pour la période 2024-2027. À la suite de ces consultations, le gouvernement du Québec a annoncé des orientations pluriannuelles 2024-2025 pour l'immigration dans la province, qui comprennent entre autres les cibles d'immigration de la province. Donc, ces consultations se sont déroulées alors que les seuils d'immigration continuent d'être politisés, mais aussi dans un contexte où l'immigration temporaire atteint des sommets et où les réalités migratoires évoluent rapidement. Donc, ce webinaire regroupe des participants aux consultations ainsi que des analystes afin d'effectuer un retour sur le processus et le résultat de ces consultations. Comment est-ce que les parties prenantes se préparent à ces consultations et les vivent? Ce processus est-il organisé de façon à permettre une analyse éclairée des enjeux autour de l'immigration ou encore que penser des nouvelles orientations du Québec en matière d'immigration? Donc, ça, c'est les grandes questions qui vont animer la séance d'aujourd'hui. Pour en parler, nos experts aujourd'hui sont, on devait avoir Mme Laurence Trampe avec nous, qui est avocate, qui dirige le département de mobilité canadienne au cabinet XCO et membre de l'Association québécoise des avocates et avocats en immigration. Malheureusement, Mme Trampe a eu un empêchement, donc elle ne peut pas être avec nous en ce moment. On a peut-être espoir qu'elle va se joindre plus tard, mais on va procéder pour le moment, malheureusement, en son absence. Nous avons aussi Stéphane Réchaude, bien connu, directeur général de la table de concertation organisme au service des personnes réfugiées et immigrantes, connu mieux sous l'acronyme TCRI. Aussi ma collègue Mireille Paquet, titulaire de la chaire de recherche sur la politique et l'immigration à l'Université Concordia au département de sciences politiques. Et aussi la fondatrice en chef de l'ERICA et qui dirige maintenant l'antenne à l'Université Concordia. Et finalement, Adèle Garnier, professeure agrégée au département de géographie de l'Université Laval et membre de la chaire sur les dynamiques migratoires mondiales. Adèle dirige l'antenne de l'Université Laval, à l'Université Laval de l'ERICA. Donc, on a seulement 1 heure, donc on commence avec une première question pour Stéphane. On se connaît beaucoup, tous les quatre, donc si vous le permettez, je vais m'adresser à eux par leur prénom. Donc, première question pour vous, Stéphane. Quelle était la position de votre organisation dans le cadre des consultations qui ont lieu cet automne? Alors, merci Antoine. Bonjour tout le monde. Donc, la TCRI est un regroupement d'organismes communautaires au Québec qui regroupe environ 150 organismes qui œuvrent auprès des personnes réfugiées et migrantes et sans statut. On a la TCRI. Oh, quelle belle Ah, surprise! Bonjour Laurence. Bon, désolée, j'avais une petite urgence avec la SFC.
Donc, voilà, c'est réglé. Donc, bonjour Madame Trump, je m'appelle Antoine Bilodeau, donc c'est moi qui anime le webinaire aujourd'hui. On est vraiment content que vous ayez pu vous joindre à nous pour l'événement. On était rendu à la première série de questions, donc on va poursuivre avec la réponse de Stéphane et ensuite Ouais, on... donc très rapidement, la TCRI participe là, aux consultations sur les niveaux depuis que ça existe, une trentaine d'années, au rythme de 3-4 ans, ça dépend des périodes. C'est sûr que nous, au départ, on a un gros questionnement sur le fait que la consultation portait exclusivement sur l'immigration permanente, dont on sait est devenu marginal au Québec en termes d'accueil des nouveaux arrivants, quand on sait qu'on attend pour 2024 au moins 100 000, sinon 200 000 personnes avec des permis temporaires. Donc, ne pas inclure ça dans la planification de l'année prochaine ou des prochaines années est extrêmement questionnable pour nous. Alors, nous, on a fait, juste pour vous donner une idée, un peu de l'impact de notre position. En fait, on a fait 35 recommandations, dont aucune n'a été retenue, mais ça a toujours été comme ça, donc on n'était pas surpris. On a surtout, sachant que ça allait être très économique comme témoignage, comme les groupes qui étaient là, c'était surtout du milieu des affaires syndicales, etc. Et c'était beaucoup autour de la main-d'œuvre, beaucoup des arguments économiques, en fait, pour augmenter majoritairement les groupes qui sont passés souhaitaient une augmentation de l'immigration permanente. Donc, nous, on s'est concentré sur, et puis ça fait aussi partie de notre mission, sur tout l'aspect des programmes humanitaires, l'aspect humanitaire du Québec. Ce que les gens oublient souvent, c'est que le Québec est, depuis des décennies, un gros joueur en termes d'immigration humanitaire. Il gère ses propres programmes de réinstallation. Donc, on a fait valoir ça. Et surtout que dans le cahier de consultation, je pense qu'il y avait 2 paragraphes sur une demi-page là, qui touchaient l'immigration humanitaire. On trouvait ça un peu dommage, là, vu que le Québec est quand même un joueur important. Et aussi, bien sûr, tout l'enjeu de l'immigration temporaire dont on va probablement reparler là. Donc, je vais rester là, je vais laisser Laurence nous dire quel temps il fait là où tu es. Et puis... Ouais, merci Stéphane. Donc c'est ça, Laurence, donc on a amorcé la discussion à la première question. J'avais demandé à pardon, j'avais demandé à Stéphane la position de son organisation dans le cadre des consultations. Donc, je vous passe la parole. Ça fait plaisir et je suis rentrée à Montréal en urgence hier pour des urgences de travail. Donc, je suis à la même température que tout le monde. Il fait froid. Donc, voilà. Bon, l'Acadie, nous, on avait vraiment couvert lors des présentations, on a mis un mémoire de 45 pages à peu près qui était très juridique. Nous, on a vraiment couvert, c'est l'avantage d'avoir 2 coprésidents, je pense, une en humanitaire réfugié, l'autre économique, mobilité, mais on a vraiment couvert les 2 aspects de manière vraiment égale dans notre mémoire. Notre position principale, qui était le fil conducteur de toutes nos recommandations, était vraiment que quand le Québec fait une planification, il y a des programmes sur lesquels il a un contrôle. Il a dans la loi, dans l'accord Canada-Québec, et donc le cadre juridique qui lui permet de sélectionner, de déterminer ses seuil minimal. Et là, on en a parlé également dans notre mémoire. C'est quoi la différence entre cible, seuil, comment le Québec a eu un glissement d'interprétation de quelque chose qui était un minimum a été interprété comme un maximum par le Québec. Et on sait tous aujourd'hui les impacts que ça donne. Exemple, en réunification familiale, d'avoir, admettons, 10 400 demandes par année, ben, quand le compteur arrive à 10 400 chaque année, les demandes continuent d'arriver. Ça fait un arriéré au fédéral et les délais, c'est pour ça qu'ils sont 33 mois pour le Québec, 14 mois pour hors Québec. Donc, c'était ça un peu le but de notre mémoire, c'est d'expliquer que le Québec a un contrôle sur certains programmes économiques, qu'il peut effectivement fixer un nombre qu'il veut accueillir. Et nous, on n'était pas là pour dire au gouvernement combien du tout. C'était pas ça notre recommandation. Mais on mentionnait clairement que dans d'autres programmes, ce qui est réfugiés, humanitaire, réunification familiale, nous sommes d'avis que l'accord Canada-Québec ne permet pas au Québec
de faire un nombre maximum et d'arrêter de traiter les dossiers. Présentement, en fait, c'est le Canada qui écoute le Québec, mais on disait le Québec doit faire des prévisions réalistes basées, admettons, sur les dernières années et en sachant que humanitaires, réfugiés, on ne contrôle pas les crises qui arrivent dans le monde. Et si, comme le programme de l'Ukraine, jamais personne n'aurait pu nécessairement prévoir ça il y a quelques années. Et donc, on doit en tenir compte dans les prévisions du Québec avec humanitaires, réfugiés, réunification familiale, basées sur des prévisions. Et après, bien, l'espace qui reste, selon que le Québec va accueillir combien, bien, c'est de déterminer l'économique. Donc, c'était vraiment notre position qui était accentuée là-dessus. Je vais dire comme Stéphane, est-ce qu'on a été entendu? Je pense que oui, on a été entendu. Est-ce que, bien sûr, ils ont suivi les recommandations? Malheureusement, non. Sauf qu'il y a eu quelques points positifs qu'on a salués, qui étaient permettre finalement aux emplois moins qualifiés d'être éligibles, ce qu'ils appellent les moins qualifiés, là, mais dans les termes de prérequis, bien, finalement, ces gens-là vont avoir accès à la résidence permanente. Et ça, c'est une position qu'on pousse depuis des années, de ne pas avoir un système d'immigration économique juste pour les avocats, les ingénieurs, les médecins, les infirmières, mais qui est aussi pour les gens qui occupent des pans importants de notre économie, de leur donner accès à la résidence permanente et également d'avoir des mesures transitoires et de retourner au PEC de l'ancienne version pour étudiants sans requérir l'expérience de travail et tout. Donc, il y a certains bons points qu'on salue. Il y en a d'autres que je suis déçue, comme en 2024 seulement, en novembre 2024, c'est là que les emplois moins qualifiés vont être éligibles à la résidence permanente vu que c'est reporté d'un an. Et juste annoncer que suite à tout ça, en tout cas, nous, on était contents, l'Acadie, on a repris le dialogue avec le MIFI qu'on n'avait plus. Donc, pour nous, ça, c'était un peu l'objectif aussi des consultations publiques, de pouvoir dialoguer avec le ministère de l'Immigration, puis d'avoir des rencontres avec eux et au moins qu'ils nous écoutent, qu'ils nous entendent, qu'il y ait une forme de collaboration, si on veut. Donc, voilà. Parfait, merci. Puis, je vous écoute parler, puis ça prend combien de temps se préparer pour parce que ça a l'air vous avez une réponse qui est déjà très étoffée, là, tous les deux, mais ça donne l'impression que ça demande énormément de temps de préparation pour participer à ces consultations-là. Et en lien avec ça, est-ce que le jeu en vaut la chandelle, là? Est-ce que ça vaut le coup de participer? Est-ce que vous avez un peu répondu à cette question-là, tous les deux, en faisant référence au fait qu'aucune de vos recommandations n'avait été retenue, mais en rétrospective, c'est ça, est-ce que ça vous prend beaucoup de temps? Puis est-ce que le temps que vous y mettez, vous avez l'impression que vaut la peine et que vous avez vraiment une influence, même si vos recommandations ne sont pas retenues? Je continue avec vous, Laurence, et ensuite on retournera voir Stéphane. Si ça a pris du temps, oui. Rédiger notre mémoire a pris beaucoup de temps. C'est un exercice qu'on devait faire de toute façon parce que avec les consultations publiques, il y avait aussi la réforme réglementaire. Puis bon, on représente une association de 500 avocats en droit de l'immigration. C'est important qu'on ait un groupe de travail qui s'attelle à vraiment voir toutes les modifications réglementaires et pouvoir faire des propositions, analyser, faire distribuer dans notre cercle d'avocats en droit de l'immigration. Donc, c'est un exercice nécessaire juridique. Nous, on avait langue juridique très, très claire. Et c'est nécessaire pour maîtriser donc toutes les réformes réglementaires et qui sont complexes. Hein. Quand tu lis ça, là, le règlement modifiant le règlement modifiant diverses dispositions. Puis encore aujourd'hui, ce qu'on a constaté qui est sorti, qui a été entré en vigueur, c'est pas exactement ce qui avait été proposé. Donc là, on est en train de refaire un groupe de travail pour vraiment comparer sur quoi on a travaillé il y a plusieurs mois et sur qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, puis les petites subtilités. Donc, exercice nécessaire, je pense, pour tout juriste, pour bien comprendre les règlements, la loi. Et en même temps, je pense que, et je suis sûre que Stéphane va donner la même réponse, c'est que même s'ils n'écoutent pas les recommandations, il fallait y être. Quand on représente une association des avocats en droit de l'immigration du Québec, je veux dire, puis on est vraiment dans notre petit monde par rapport au reste du Canada. Puis je sais parce que je vais aussi au congrès du barreau canadien, puis il y a plein d'enjeux qu'on a au Québec qu'ils n'ont pas au Canada. Donc, on est vraiment comme tout ça dans notre bulle. Il fallait être là, il fallait y aller en personne, je pense. Puis nous, notre objectif, c'est vraiment le mandat qu'on s'était fixé personnellement, Stéphanie Valois et moi-même, c'était de rétablir le protocole d'entente, les ponts avec le ministère de l'Immigration, les rencontres, les réunions, qui a une forme de dialogue qui était absent depuis, pour nous, 4 ans. On n'était plus invités nulle part, on n'était plus les bienvenus et maintenant, ben, il y a un dialogue. Fait que pour ça, je veux dire, c'est une petite victoire, on va la prendre. Là,
Même si ça implique peut-être pas grand-chose pour l'instant, c'est quand même bien. C'est ça, parce que ce que je note, hein, c'est comme tout processus politique, c'est qu'il y a les objectifs primaires, là, le processus en tant que tel, mais il y a aussi les objectifs secondaires autour de ça, comme vous le mentionnez, là, les reprises des discussions avec le MIFI qui sont super importantes, même si les recommandations, ultimement, n'ont pas été... il y a un dialogue qui est amorcé, puis c'est ça qui est important. Oui. Stéphane, je te passe la Oui, parole. j'irai un peu dans le même sens que Laurence, je veux dire qu'on aime ça, qu'on pense que c'est pertinent, qu'on le veuille ou pas, on est obligé d'y aller, on n'a pas le choix là. Comme regroupement, on regroupe quand même plus d'une centaine d'organismes qui attendent de leur regroupement, comme l'Acadie, comme les avocats attendent que l'Acadie aille de l'avant. Disons, je pense pour nous, oui, c'est beaucoup de préparation, effectivement, beaucoup de travail d'équipe. Là. Toute mon équipe a travaillé là-dessus. Là. On était à une dizaine là, à rédiger le mémoire. Moi, je dirais c'est probablement la chose la plus, la raison la plus importante des consultations. C'est que ça nous oblige à nous faire une tête. Et aussi, nous, on a consulté nos membres aussi, de savoir bon, qu'est-ce qui se passe. On a testé les affaires, donc pour aussi donner plus de légitimité à nos recommandations. Ça ne vient pas de moi, là, c'est pas dans ma tête que ça se passe, là, c'est le terrain qui a souhaité qu'on aille dans telle et telle direction. Donc, ça nous oblige, c'est comme un peu à rédiger une plateforme en fait qui va nous aider les 2, 3 prochaines années aussi là, au niveau de positionnement. Donc ça c'est disons l'utilité de l'exercice surtout. Après, je pense il y a une question qui s'en vient là, si c'est toujours pertinent ou pas de faire ce genre de consultation. Oui, oui, vas-y, ben, allez-y, vas-y, vas-y. Moi je dirais, si si j'étais Catherine Dorion, je dirais que c'est un show, c'est pipé d'avance et une perte de temps. Mais moi, je serais un peu plus nuancé quand même. Oui, nous, contrairement à l'Acadie, on est consulté sur une base très, très régulière, là, presque hebdomadaire là, au niveau du MIFI. Donc, donc c'est une consultation parmi d'autres. C'est en allant en commission, en fait, ils savent déjà ce qu'on va dire et nous, on connaît déjà les réponses. Donc c'est un peu un jeu, un rituel qui, pour la chose que je trouve, disons, plus désagréable, c'est que souvent on est pris en otage entre le parti au pouvoir et les partis d'opposition qui essayent de te tirer dans un coin ou dans un autre. Donc là, il faut être très prudent puis bien être capable de naviguer. Euh, c'est, euh, mais comme je disais au début, qu'on lit le rapport final hein, qui a été déposé, d'ailleurs que personne n'a vu, là, je pense. Moi, je savais même pas qu'il y avait un rapport. En fait, j'ai trouvé par hasard quand je me préparais pour la discussion. Je l'ai survolé rapidement. Et effectivement, il y a très, très peu d'éléments dedans de ce qui a été dit vraiment. Donc, ils ont ressorti juste les choses qu'ils voulaient entendre et qui légitimaient la politique d'immigration qui est déjà fixée. Là, je veux dire, c'est pas la consultation. Je pense pas que ce que nommait Laurence, là, les allègements pour les moins qualifiés, tout ça, on savait déjà que c'était sur la table à destin. C'est pas la consultation qui a fait en sorte que ça vienne. Les changements réglementaires aussi, ça fait 1 an et demi qu'on nous consultait sur les changements réglementaires. Donc, Donc, si je comprends bien, Stéphane, c'est quand même donc un processus qui vous... En fait, c'est une opportunité, mais un processus qui vous demande en fait un exercice de réflexion en ouais, profondeur, mais aussi très élargi, parce que c'est pas le travail d'une seule personne. C'est un show, pour utiliser vos mots. Mais en même temps, pour jouer un peu l'avocat du diable, c'est quand même une occasion où vous pouvez formellement, excusez-moi l'anglicisme, mais on the record, adresser des préoccupations, des questions où les gens ne peuvent pas se défiler. C'est-à-dire, c'est votre temps de parole, ça devient dans les archives, ça a été dit. Donc, si les élus décident de les ignorer,
ils le font en tout état de cause. C'est-à-dire que ça a été dit et ils choisissent de ne pas réagir. Donc, c'est quand même, ça me semble quand même, c'est le politologue en moi qui parle, au niveau de la légitimité et de la reddition de comptes, c'est quand même un moment important dans le processus, même si au final, peut-être que le résultat n'est pas celui qu'on escomptait. Je ne sais pas si vous voulez Effectivement, réagir, oui. Laurence. Effectivement. Puis je pense que tout le monde, en tout cas pour la table de concertation à l'Acadie, on est arrivé avec des mémoires aussi très étoffées qui couvraient beaucoup d'angles. D'ailleurs, j'ai lu beaucoup des mémoires, mais je pense que les intérêts, comme autant de la table de concertation que pour l'Acadie, étaient beaucoup plus larges que le sujet qui était de fixer en deux choix, deux chiffres. Finalement, en fait, on sait que c'est une troisième voie qui a été prise. Ce n'est même pas les deux propositions qui étaient sur la table. Donc, ça nous a permis d'aller plus large et effectivement, comme disait Stéphane, nous, ça va nous faire, on va travailler avec ce document-là pour les prochaines années. Et ça permet aussi et là, c'est pour ceux qui ont regardé les auditions à l'Assemblée, ben, c'est sûr qu'il y a des questions légitimes qui ont été posées, qui nous ont prises un peu par surprise. Une chance que j'avais Stéphanie Valois à mes côtés parce qu'on s'est fait demander, ben, est-ce qu'il y a des risques de poursuite pour les délais qui s'allongent en réunification familiale? Et effectivement, en marchant sur des œufs, il a fallu dire, ben oui, ben un individu peut prendre un avocat et aller en mandamus parce que le délai de 12 mois, 14 mois, qui est rendu 18 mois, 24, là, c'est tombé à 27, 30, 33 mois et ça va continuer d'augmenter. Donc, effectivement, c'était une question qui a été posée où on a dit, effectivement, il y a des gens, et nous, on sait qu'il y a des avocats qui ne sont pas nécessairement membres du conseil d'administration de l'Acadie, mais qui représentent des clients qui comptent aller en mandamus. C'est le fédéral qui va être poursuivi, par contre, mais ça va vraiment découler des politiques du Québec avec le 10 400 en réunification familiale, et on risque de le voir dans d'autres dossiers. Et là, ça a permis de le dire quand même. C'est là, et on sait que ça s'en vient. Donc, c'est sûr que ça va nous... Dans quelques mois ou dans quelques semaines, on va dire, bon, vous l'avez dit, mais bon, je ne sais pas si ça change quelque chose au final. Mais il y a des questions comme ça entre les partis de l'opposition où on s'est senti, comme mentionnait Stéphane, un petit peu pris. Mais voilà, on sait très bien où ça s'en va aussi, là, je pense, en tout cas du côté des juristes en immigration. Merci, Laurence. Stéphane, vous voulez ajouter quelque chose? Bah, oui, totalement d'accord avec Laurent. C'est que ce que tu dis, c'est sûr, c'est intéressant, ça laisse des traces. Vous pouvez lire notre mémoire de 1995, là, qui est toujours sur le site de l'Assemblée nationale. Donc, c'est comme une bibliothèque de l'histoire, un peu, hein, de nos histoires. Ça, c'est sûr que c'est intéressant là pour nos enfants et petits-enfants. Euh, mais Au-delà de la sensibilisation, ou au-delà des histoires à long terme, c'est quand même une opportunité de sensibilisation. Les élus, je pense que l'exemple des risques de poursuite, je pense que c'est important, mais aussi, même si ça ne fait peut-être pas autant les nouvelles qu'on l'espérait, c'est une occasion de vraiment d'attirer l'attention sur un enjeu. je suis pas sûr qu'il y a, bon, il y a eu une petite couverture médiatique, plus que d'habitude, là, quand même, mais souvent pas très exhaustive et très superficielle, souvent avec beaucoup d'erreurs aussi. Donc, c'est au terme de sensibilisation générale. Je pense pas qu'il y a grand monde qui regarde ça ou qui lit les mémoires ou qui comprend de quoi on parle, tous les programmes, les niveaux, les catégories dont on parle, que c'est quoi, la responsabilité du Québec versus le fédéral, pourquoi il y a des délais d'attente plus longs au Québec. Ça, je ne suis pas sûr là, que beaucoup de personnes, même en regardant les commissions, la commission puisse vraiment comprendre ça. Donc, je mettrai un petit bémol là, sur l'histoire de sensibiliser le monde en faisant un tel exercice. Même, on le voit, là, les backbenchers, là, les députés là, qui sont là, surtout du pays, qui n'ont aucune maîtrise de la thématique. Là. Donc, c'est assez représentatif, je pense, pour la population aussi. Là.
OK, on est presque à la demi de l'heure. Donc, je vous propose de passer à une autre question, mais aussi d'élargir à nos deux autres participantes, Adèle et Mireille, qui ont été très patientes jusqu'à maintenant. Donc, une question à tous. Donc, quelles sont les leçons, les conclusions, ou même quelles sont vos impressions pour l'avenir en termes du processus pour déterminer les niveaux d'immigration aussi, donc du gouvernement du Québec? Donc, c'est quoi vos réactions, puis qu'est-ce que vous attendez pour l'avenir? Peut-être qu'on va commencer avec vous, Adèle. Merci beaucoup, Antoine, et merci beaucoup pour votre participation. Là, je vois qu'il y a plus de 80 participants en ligne, dont beaucoup de gens qui ont aussi rédigé des mémoires. Donc ça, c'est très intéressant que vous soyez ici. Merci beaucoup au nom de l'ERICA parce que ça entretient la discussion. Et merci beaucoup à Stéphane et à Laurence parce que c'était super intéressant de savoir aussi le processus de rédaction. Moi, je vais justement passer un petit peu au côté démocratique parce que donc il y a eu les cahiers de consultation et d'ailleurs beaucoup d'organismes ont remercié le gouvernement du Québec de faire ça parce que c'est quand même pas souvent qu'on peut s'exprimer sur le niveau d'immigration. Au Québec, c'est très ouvert, on le fait régulièrement. Là, c'est arrivé avec une année de retard, mais c'est quand même bien intéressant. Mais il y a plein de pays où ça ne se fait pas. Et 78 mémoires ont été déposées. La grande majorité par des organismes à but non lucratif, mais surtout, comme il a été mentionné, des réseaux de représentants, par exemple, d'employeurs. Il y en a eu beaucoup de différents secteurs, mais il y a aussi pas mal de syndicats, il y a eu des représentants d'écoles, il y a eu des représentants de différentes catégories d'immigrants aussi, donc dont la TCRI en tant que représentation de groupe. Il y a eu aussi des OBNL individuels. Et puis, il y a eu 2 organismes provinciaux gouvernementaux. Il y a eu plusieurs villes dont des grandes villes comme Montréal et des toutes petites villes comme Matane, qui a d'ailleurs, il y a eu 2 organismes de la ville de Matane qui ont dit, enfin, c'est intéressant de voir que ça a été comme ça, et quelques individus. Et le HCR, donc le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, comme seul organisme international, en fait. Et les syndicats étaient aussi pas mal représentés. Donc, c'est quand même une belle diversité. Ensuite, les consultations donc, ont eu lieu à l'Assemblée nationale du 12 au 29 septembre, si je ne me trompe pas. Et alors, c'est quand même des choses c'est très intéressant parce que c'est très timé. Là, on a parlé de la préparation, mais quand vous y allez, c'est 45 minutes en tout par organisme et c'est 12 minutes par organisme. Et ensuite, il y a des temps de parole qui sont attribués au sein des commissions parlementaires. Alors, bien sûr, la majorité a plus de temps. Ensuite, les députés ont moins de temps. Donc, c'est tout un exercice auquel il faut aussi se préparer. Ce n'est pas juste la préparation écrite. À l'oral, moi, j'avais lu les mémoires et j'ai vu ce que les différents organismes mettaient en avant parce que j'y suis allée en personne pour voir. Ce qui était aussi intéressant quand même, c'est que justement, il y a des organismes qui ont fait en personne, comme disait Laurence, puis il y en a aussi qui étaient en ligne, plus ou moins parce que ce n'est pas forcément facile d'être là ce jour-là. Mais en personne, vous voyez aussi le jeu, parce que la ministre, Christine Fréchette, elle est là tout le temps. Donc, elle accueille tous les organismes. Mais vous avez aussi donc, le small talk qu'il y a avant. Ensuite, quand ils sortent, les organismes peuvent discuter avec les députés sur place, etc. Et ils s'engagent dans ces discussions. C'est très intéressant à voir. Par contre, et ça, je le dis pour les consultations futures, les amis, vous pouvez vous rendre à l'Assemblée nationale gratuitement, sans rendez-vous, et y aller. Et il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde dans le public. Moi, je trouverais ça super s'il y avait plus de gens du public qui se rendaient à Québec pour voir les consultations. Là, ça, c'est juste pour vous dire que vous pouvez y aller. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Là, il faut se rendre sur place, dire que vous voulez voir telle consultation. C'est ouvert à tout le monde. À peu près 60 des 78 ont eu un temps de parole, donc en présence ou en ligne. Donc, c'est quand même la majorité des gens qui ont déposé des mémoires qui ont pu s'exprimer. Après, je vais passer plus vite sur les résultats, et puis ensuite je donnerai la parole à Mireille, qui est que quand on compare les points que le gouvernement avait mentionnés dans le cahier de consultation et ce qu'ils ont ensuite sorti comme plan d'immigration pour l'année et puis pour les années qui viennent, enfin donc les 2 prochaines années, puisque c'est juste pour 2 ans, c'est très similaire. Donc en fait, on voit qu'ils n'ont pas tellement changé leur position entre ce qu'ils avaient annoncé qu'ils voulaient discuter, puisque finalement ils sortaient comme recommandation. Donc effectivement, on voit que il y a il y avait déjà des choses que le gouvernement voulait dire et ils les ont dites à la fin. La seule chose qui a vraiment été mentionnée dans les médias qui a changé, c'est cette voie mitoyenne, parce qu'il y avait il y avait 2 objectifs. Soit on disait 50 000 immigrants permanents plus, ou alors 50 000 seulement, ou alors 60 000 plus, et ils ont fait 50 000 plus avec les gens du PEC qui arrivent. Donc, le chiffre des immigrants permanents était un peu différent, mais sinon, comme il a été mentionné, il y a eu très peu de choses sur les temporaires. Et parmi les choses, des mémoires que j'ai vues, qui sont peu ressorties dans ce que le gouvernement a dit, c'était les villes ont insisté sur le fait qu'elles voulaient être plus présentes, avoir plus d'autonomie, avoir plus de choses à dire dans le processus des relations entre les gouvernements. Il y a eu peu de choses. Et sur la régionalisation, qui est quand même quelque chose sur lequel la CAQ insiste beaucoup, ça a aussi été très vague, très peu abordé. Alors, on sait que le MIFI fait en ce moment des efforts pour faire plus de recherches sur cette question.
Mais c'est à suivre parce que je pense que sur ce volet-là, il y a eu très peu de détails en fait sur la régionalisation. Donc c'est sur ceci que j'insisterai. Donc merci. Et puis je vais passer la parole à Mireille. Je vais me permettre moi-même de passer la parole à Mireille. Merci Adèle, mais avant, je veux juste vous rappeler que dans une dizaine, 10-12 minutes, on va ouvrir les questions au public en ligne. Donc, je vous rappelle que pour soumettre vos questions, vous devez le faire par écrit, soit en utilisant le bouton QR ou en les écrivant directement dans l'espace de clavardage pour les questions. Donc, Mireille, je passe la parole. Vos impressions à vous? Merci Antoine. Merci encore justement à tout le monde dans la salle. Puis comme je voudrais juste noter, comme Adèle l'a dit, qu'il y a plusieurs personnes qui ont déposé des mémoires pour participer aux publications qui sont avec nous aujourd'hui. Puis si vous voulez aussi nous laisser un petit mot sur votre expérience dans le Q&A, dans la section où vous pouvez laisser des questions, on pourra aussi les relayer de façon orale là, pendant la période de questions parce que c'est sûr que dans un monde idéal, on aurait fait une consultation sur la consultation, mais ça dépasse fortement notre mandat. Ceci étant dit, moi, Adèle a fait un portrait vraiment très clair là, de qui était là, du contenu et tout ça, mais moi, je voulais juste noter une chose, en fait. Comme je n'ai pas moi-même participé aux consultations au-delà de mon rôle de citoyenne, c'est qu'avec mon équipe, on a commencé à regarder l'évolution des mémoires qui ont été déposées dans le temps aux consultations, parce que comme Stéphane le disait, on a quand même cette chance-là aussi au Québec d'avoir des mémoires dans le temps, puis d'avoir une espèce d'histoire de tout ça. Mais on rappellera quand même que c'est fantastique en raison de notre loi, puis en raison des processus, contrairement même à Ottawa, hein, on a, même au fédéral, on a accès à ces mémoires-là, alors que les consultations fédérales sont beaucoup plus par invitation fermée et tout ça. Donc, il y a des consultations, mais elles n'ont pas fait de la même façon, de façon aussi ouverte. Donc, il y a une chose qu'on a notée à l'heure actuelle, puis on sera content de pouvoir présenter des résultats plus tard, mais une chose qui est évidente, c'est que, et ça a été repris dans la presse dernièrement, dans les médias dernièrement, c'est qu'il y a eu une augmentation du nombre de personnes et du nombre de mémoires qui participent à ces consultations-là. Donc, on est vraiment passé de quelque chose qui était peut-être un petit peu plus niché vers ce qu'on peut appeler en tant que politologue là, un conflit qui prend de l'expansion, donc une venue, une institution qui est de plus en plus habitée par un ensemble diversifié de voix. Et on l'a particulièrement vu cette année parce qu'il y a eu non seulement les acteurs spécialisés, comme Adèle en a parlé, nos acteurs habituels qui sont souvent les personnes, les organisations au service des immigrants, mais aussi des organismes un peu plus niches qui travaillent en parrainage, des éléments comme ça. Mais il y a eu justement les villes qui ont été beaucoup plus présentes, mais aussi beaucoup de gens qui sont dans ce qu'on appellerait dans notre domaine l'industrie de la migration, c'est-à-dire dans le recrutement, dans l'accès à l'emploi pour les immigrants, dans les agences de placement et des choses comme ça. Et ça a plusieurs effets. Puis je voudrais juste dire que c'est ça qu'on note, nous, c'est qu'en général, quand un conflit prend de l'expansion dans un système politique, quand une institution ou une venue prend de l'expansion, ce qui arrive, c'est qu'on voit de plus en plus de voix diversifiées et des voix de plus en plus polarisées aussi autour du sujet. Donc, on note ça de plus en plus et ça remet en question plus largement quelque chose qui est central au débat qu'on a actuellement sur les cibles et sur l'orientation du gouvernement du Québec en matière d'immigration. Qui est l'expert? Donc, c'est quoi la politique de l'expertise? Pendant longtemps, c'était assez clair au Québec qui était l'expert. C'était Stéphane. C'était une côte d'autres personnes. Stéphane est encore un expert. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que cette espèce de monopole-là de qui a le droit de parler de ces questions-là est vraiment en train de se remettre en jeu. Et on le voit dans les médias, on le voit sur qui est invité. D'une certaine façon, ça peut être salutaire parce que ça permet justement d'éviter qu'il y ait trop de peut-être des gens qui avaient qui n'avaient pas une expertise ancrée dans la réalité. Mais d'un autre côté, ça fait aussi qu'il y a beaucoup plus d'informations contradictoires et souvent d'informations fausses aussi qui circulent. Donc, ce processus-là qu'on a vu qu'on a vu dans les médias dans les dernières années, on commence vraiment à le voir dans le processus de consultation. Et pour nous, c'est vraiment intéressant parce que justement, on commence à avoir un déplacement du pouvoir pour ce qui est de qui peut parler à propos de l'immigration, qui peut parler de l'immigration au Québec. Et j'ai fait une conférence la semaine dernière à l'Université de Toronto où j'ai tenté d'expliquer ce qui se passait au Québec à mes amis du reste du Canada. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais une des choses que j'ai dit, puis je pense qu'on devrait garder en tête, c'est que
par l'augmentation de l'immigration temporaire et par la diminution des seuils, ce qu'on voit en particulier, c'est que les acteurs qui sont dépendants de l'immigration temporaire commencent à être de plus en plus visibles, à prendre une voix de plus en plus importante dans la politique de l'immigration au Québec. Bien que les consultations ne portaient pas sur cette partie-là, on le voit quand même dans les thématiques et ça pose vraiment des questions sur justement qui va habiter ces processus-là puis qui aura le droit de parler. Donc, je pense que je m'arrêterai là. Mais je pense qu'à la fois, c'est fantastique au Québec d'avoir ce tissu-là de données qui nous permet de voir l'évolution de ces débats-là, mais d'un autre côté, ça pose vraiment des questions sur justement qui a le droit de parler et comment on en parle. Merci Mireille. J'en profite pour passer la parole peut-être à Laurence et Stéphane, mais parce qu'il y a quand même un paradoxe dans ce que j'entends, parce qu'on dit, bon, au Québec, c'est plus ouvert, donc ça devrait être plus, mais en même temps, il y a toute la question de qui a vraiment l'autorité pour influencer le débat. Donc, il y a une question d'expert versus démocratie ici qui se joue. Donc, peut-être sur ces enjeux-là, mais aussi dans la lumière de ce paradoxe-là ou des difficultés qu'on a identifiées plus tôt, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le processus? Je commence avec vous, Laurence. Je ne sais pas si c'est moi qui vais avoir les réponses pour améliorer le processus des consultations publiques. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit là, précédemment, les observations d'Adèle, mais également Mireille. Je pense que c'est aussi intéressant de voir parce que en ayant, puis moi, contrairement à Stéphane un petit peu plus tôt qui voyait, j'avais l'impression le verre un peu plus à moitié vide. Moi, je le vois un petit peu plus à moitié plein parce qu'effectivement, le fait que même si les couvertures journalistiques sont bien meilleures aujourd'hui en immigration qu'elles l'étaient il y a 10 ans, où je veux dire, on n'en parlait pas, le fait qu'il y ait plus de mémoire, plus de gens qui participent. Et moi, j'ai senti de manière générale les gens plus intéressés aux questions, des gens avec qui je ne parle jamais d'immigration, donc pas les avocats en immigration, mais disons mon cercle extérieur, ils posaient des questions. Ils étaient intéressés, ils lisaient Le Devoir, etc. Moi, je trouve qu'il y a des bonnes couvertures faites par certains journalistes que je trouve qui sont toujours très articulés, qui expliquent bien les impacts. Et on a vu ensuite, après les consultations, il y a eu plein d'articles qui sont sortis sur l'allongement des délais, etc., les impacts au Québec. Donc, j'ai trouvé très intéressant toute cette continuité. Puis, c'est pour ça que j'ai tendance à voir le verre à moitié plein. C'est peut-être ma nature optimiste. C'est effectivement intéressant l'idée. C'est sûr que là, j'ai mon chapeau de l'Acadie, où on est vraiment en droit de l'immigration. Fait qu'on, je ne suis pas là pour défendre Montréal, je ne suis pas là pour défendre une région qui a besoin versus Montréal. Moi, je pense que l'immigration, on en a besoin partout, là. Puis il y avait, les centrales syndicales, que c'était plus par rapport aux travailleurs étrangers temporaires, les chambres de commerce, effectivement, mais il y avait les universités, c'était plus les étudiants. Nous, je trouvais parce que nos membres représentent des demandeurs d'asile humanitaires, des réunifications familiales, on fait du litige, on va en cour fédérale, en contrôle judiciaire, en mandamus, Stéphanie Valois, qui était présente, fait énormément de réfugiés humanitaires. Moi, je fais beaucoup de travailleurs étrangers temporaires, résidences permanentes économiques. Donc, on avait, je trouvais, une position, et je pense, qui représentait, qui était plus juridique, qui couvrait tous les angles. C'est là que peut-être, je dirais, sans avoir nécessairement le jupon qui dépasse. Les gens vont dire, c'est vos clients. Oui, c'est nos clients, mais on n'est pas non plus complètement déraisonnable dans ce qu'on avance. On ne dit pas qu'il faut ouvrir toutes les vannes de l'immigration et accepter tout le monde. Il fallait être très nuancé à ce niveau-là. Mais c'est sûr qu'on sentait une certaine frustration et je la comprends parce que si on a à peu près 471 000 temporaires sur le territoire et qu'on resterait l'accès à la résidence permanente à peut-être 20 d'entre eux, bien, c'est tout le 80 qui est ici, qui contribue à notre société. En payant leurs taxes, les enfants vont à l'école, ils ont déjà un logement, je veux dire, ils payent les taxes et tout. Et là, on leur dit, vous, bonne chance pour avoir accès à la résidence permanente. Et on ne veut pas devenir une société un peu comme d'autres pays, que je pense, entre autres, il y en a quelques-uns, là où c'est un peu utilisateur-jeteur. On fait venir les gens parce qu'on a un besoin économique, mais on vous dit, bonne chance pour la résidence permanente, tu vas rester temporaire avec une situation précaire que tu vas devoir renouveler. À moins de tomber en amour avec un Canadien puis de te faire parrainer, t'es un peu foutu, quoi. Tu vas devoir attendre ton tour ou des années dans cette situation-là de précarité. Et ça, je pense que c'est peut-être pas assez ressorti des consultations publiques. Même les chiffres sont sortis des temporaires. Ça a comme choqué un petit peu le ministère de l'Immigration. Lors de la consultation, il avait l'air un peu débiné d'apprendre ces nouveaux chiffres mis à jour avec Statistique Canada.
Mais ça donnait juste, en fait, l'impression, quand on pousse la réflexion, de se dire, ben, on fait venir plein de gens temporaires parce qu'on en a besoin, les universités en ont besoin, mais on n'aide pas nécessairement l'accès à la résidence permanente. Et ça va être, je pense, un débat de société qu'il va falloir se poser un petit peu plus, là, puis se pencher là-dessus, que je trouve qu'il a été peut-être un petit peu absent. Là, puis je vais passer la parole à Stéphane. Et merci, je vais me permettre d'intervenir parce que le temps file, mais donc Stéphane, je vais vous demander de réagir. Justement, les temporaires, on fait quoi? Est-ce que ça prendrait un processus différent, parallèle d'évaluation pour les niveaux que celui qu'on a en ce moment? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec C'est très difficile d'établir des cibles ou des niveaux vu qu'on n'a aucune idée combien vont arriver, vu que c'est hors du contrôle des gouvernements fédéral. C'est les entreprises qui décident en bout de ligne le nombre de temporaires qui vont arriver l'année prochaine. Par rapport aux demandeurs d'asile aussi, là, c'est pas contrôlable. Par contre, ça prend quand même de la planification. Là, on voit qu'il y a très peu de planification là, pour les temporaires et les demandeurs d'asile. On improvise chaque fois qu'il y a des grosses arrivées. On le voit actuellement avec les demandeurs d'asile. C'était prévisible, mais personne n'a planifié quoi que ce soit. Pour les temporaires, c'est pareil. Tu sais, là, ils ont gelé cette année, le ministère de l'Immigration a gelé tous les budgets pour l'intégration, pour les services d'intégration et de francisation, alors qu'on sait qu'il y aura d'énormes besoins en 2024 avec l'arrivée des temporaires et tout ça. Donc, moi, je n'appelle pas ça de la planification, là. C'est comment continue à improviser. Moi, j'aurais quand même deux éléments à rajouter là, par rapport au rôle des consultations et des commissions parlementaires. Premièrement, ce que je trouve vraiment dommage et triste, c'est que ça touche principalement l'impact sur les vies humaines, sur les humains. Et alors qu'on parle juste de main-d'œuvre et de défis pour l'économie, on parle très, très peu de l'aspect humain là, dans la commission. Et aussi, moi, ce qui me titille beaucoup, là, et ce qui m'énerve même, c'est que je sais que pendant 2 ans, on va nous rabâcher que oui, le fait, l'exemple programme de parrainage collectif, là, ça a été baissé à 2500 à peu près places, il y a 2500 places, alors qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de dossiers en attente. Puis on va dire, oui, il faudrait accueillir plus de réfugiés qui sont parrainés dans les camps de réfugiés, par exemple. On va nous répondre, ah ben, la commission, la consultation nous a confirmé qu'on veut juste 2500 places. Donc, le discours, en fait, va être légitimé par la consultation, alors qu'il n'y a personne qui s'est prononcé là-dessus, là, à part nous, là, qu'on n'est pas d'accord. Donc, toute la question de légitimer les politiques d'immigration rétrograde là, des 2 prochaines années sur la base des résultats de la consultation. Là. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Là, Okay, merci Stéphane. Il reste moins de 15 minutes. Je vous propose de prendre une question du public. En fait, une question qui s'adresse d'abord à vous, Laurence. Madame Laurence Trempe dit avoir réussi à développer des liens collaboratifs avec le MIFI suite à l'exercice de consultation. Ce dialogue prend quelle forme? Est-ce que ces discussions pourraient avoir des impacts réels en matière d'immigration? Si oui, lesquels? Bonne question. Gardez en tête qu'il ne faut pas s'aborder les débuts des collaborations. C'est ça. Nous, contrairement à la TCRI, je pense que pour ceux qui sont dans le milieu de l'immigration, les liens avaient été rompus un peu avec le gouvernement actuel et l'Acadie lorsqu'on les a poursuivis et gagnés en cours, lorsqu'ils avaient décidé d'arrêter de traiter les dossiers et supprimer des demandes alors que la loi n'avait pas encore été officiellement adoptée. Donc, ça c'était sous Guillaume Clich-Rivard, qui est rendu maintenant à l'opposition. De partir de zéro échange avec eux, avec des échanges. Et ce n'est pas des efforts qui sont arrivés avec la consultation publique. Je tiens à dire qu'on a commencé avant le travail de rétablir les ponts, puis de dire, bien, écoutez,
c'est sûr qu'on est à la gestion du risque. Il y a des choses qu'on va devoir faire pour défendre les intérêts de nos clients, qui sont en fait les gens en première ligne qui sont touchés par toutes les consultations publiques, par les réformes réglementaires. C'est nos clients qui sont touchés. Là. Il y a pas, c'est des gens donc qui vivent ces changements-là. Fait qu'on a repris le dialogue, on a eu des échanges avec eux, on a senti, évidemment, notre ton, on n'est pas dans la confrontation du tout, là, on veut vraiment juste rétablir le dialogue et ça a été rétabli. Est-ce qu'on a rétabli le protocole d'entente? Pas encore, c'est ce qu'on espère faire, je m'en cacherai pas. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les non-initiés, ben, c'était des rencontres qui avaient lieu de manière assez ponctuelle à chaque trimestre pour discuter de ce qui ne va pas, donc des problèmes, et de ce qui va bien aussi. Et on a, juste pour mentionner, l'Acadie, on a ces rencontres-là avec tous les autres intervenants en immigration, que ce soit Service Canada, IRCC. Ce matin, j'avais un appel avec IRCC sur tout ce qui ne marche pas sur les plateformes en ligne, mais aussi ce qui marche. Donc, on veut avoir ce même dialogue avec le MIFI et c'est vers quoi on se dirige. Et on n'est pas les seuls là-dedans. Il y a le barreau canadien, il y a Québec, etc., de pouvoir avoir ces rencontres-là où on peut arriver, nous, avec tous les problèmes, du moins, qui affectent les clients, que ce soit technique avec les plateformes comme Arima. Là, il y a un gros changement qui arrive. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait des problèmes avec une plateforme en ligne. Comme toutes les plateformes en ligne du gouvernement, il y a toujours plein de bugs. Et aussi les changements réglementaires, clarifier les choses comme ça. Donc, pas encore établi de protocole d'entente, je voulais juste quand même le clarifier, mais il y a un dialogue vraiment qui est établi. Là, on a un comité de travail qui prépare plein de questions par rapport aux réformes réglementaires et tout, et on va les envoyer. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils allaient nous revenir avec une réunion et répondre à nos questions. Donc, pour ça, ben, je dis que c'est un pas dans la bonne direction, mais ce n'est pas non plus la solution à tout, évidemment. Merci. Mais ça, juste réitérer que moi, je trouve ça le fun, l'orientation de la discussion, parce qu'on oublie à quel point le dialogue sur ces enjeux-là est important et qu'il ne faut pas non plus, dans ces débats-là, souvent confondre qu'il y a une différence entre les fonctionnaires de l'État et les ministères et les élus, qui peuvent avoir des agendas beaucoup plus politiques. Et d'où l'importance, surtout dans ce contexte-là, de maintenir des dialogues ouverts avec les instances des ministères. Et au-delà, plus large, et là, c'est encore le politologue en moi, ben, le dialogue, c'est vraiment la base. Hein? Puis, surtout dans le contexte de polarisation d'aujourd'hui, on a besoin de se parler. On a surtout besoin de parler aux gens, surtout avec qui on ne s'entend pas des fois. Donc, je trouve ça très bien. Une autre question, pour en revenir plus au processus de consultation. Finalement, est-ce que c'est la bonne formule, les consultations qui peuvent être un peu politisées, ou on ne devrait pas avoir plus une commission d'experts qui décident eux-mêmes c'est quoi les niveaux qu'on devrait atteindre? Donc, pour dépolitiser un peu la question, je ne sais pas si quelqu'un veut se mouiller sur cette question-là. Moi, je peux mettre les choses en perspective historique si vous voulez, parce que comme il a été dit avant, c'est quand même assez récent la politisation de l'immigration au Québec. Et je pense que c'est à double tranchant, c'est-à-dire que d'un côté, ça veut dire que ça devient un thème plus démocratique, et ça, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose en soi, puisqu'on est dans une démocratie, il faut discuter des thématiques. C'est pour ça que j'aurais, moi, bien aimé qu'il y ait plus de monde en consultation dans la salle. Après, c'est aussi un danger, parce que si vous vous rappelez bien, là, je voulais le mentionner tout à l'heure, j'ai oublié, mais les consultations, on en a juste parlé dans les médias vraiment, quand un journaliste a trouvé qu'il y avait une personne qui défend des positions quand même d'extrême droite en immigration, Alexandre Cormier, je crois son nom, et on s'est rendu compte qu'il était sur la... En fait, il avait déposé un mémoire et on s'est rendu compte qu'il avait été invité à parler et il a été désinvité suite au fait que c'est sorti dans les médias. Et je me suis dit, je veux dire, il y a eu une très bonne couverture spécialisée dans le devoir, etc. Mais je trouve que de manière générale, les gens, ce qu'ils ont retenu, c'est, ah oui, alors lui, il voulait parler de comment ça se fait, etc. Et pourquoi est-ce qu'on l'empêche de parler, aux libertés d'opinion. Enfin, ça a comme changé un peu le débat. Par rapport à ce que Mireille disait sur le fait que l'expertise change, je suis peut-être un peu naïf, là, j'ai tendance à dire que c'est plutôt une bonne chose d'en parler, surtout dans un contexte canadien qui est quand même exceptionnel. En perspective comparative, ça veut dire que c'est le pays le plus ouvert à l'immigration. Hein. En termes de soutien à l'immigration, là, on voit un petit changement sur le soutien au niveau, etc. Mais en termes de soutien à l'immigration, au Québec aussi, là, le Québec est pareil qu'au Canada fédéral. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que c'est une bonne chose, même si, bien sûr, il y a des limites. Puis je m'arrêterai ici. Merci. Parfait, merci Adèle. Mireille? Bien, c'est vraiment une grande question, hein, parce que les recherches sur l'immigration montrent justement cette tension-là dont on parlait entre expertise et démocratie, qui tendent à démontrer qu'en général, plus on en parle, pire c'est. Mais d'un autre côté, le problème, c'est que si on isole le débat
dans une commission spéciale, dans une commission d'experts, la politique devient plutôt qui peut participer à cette commission d'experts-là d'entrée de jeu, donc qui sont les personnes invitées. Et je vous ramènerai à un autre débat qu'on a au Québec à l'heure actuelle sur le concept de capacité d'accueil, hein, ou capacité d'intégration, qui est un objet, qui est un concept qu'on utilise dans les débats. Et on est à l'heure actuelle, il y a un appel à projet pour essayer de mesurer, de profiler, de développer cette capacité d'accueil-là. Et chez plusieurs chercheurs, c'est vraiment pas clair qui même aurait l'expertise pour faire ça. Donc, c'est pas comme si, même si on décidait de déplacer le processus de décision sur les seuils, on était nécessairement clair à savoir qui pourrait faire partie de cette commission apolitique-là. Si on en fait une commission d'économistes, ben, il va y avoir vraiment des enjeux au niveau de la question de la protection. Si on en fait une question juste démographique, il y a toute la question de l'acceptabilité sociale qui ne serait pas nécessairement là. Donc, il n'y a comme pas de mécanisme meilleur nécessairement. Mais c'est ça, parce qu'en même temps, tous ces enjeux-là, c'est les élus en ce moment qui doivent les balancer. Exactement, exactement. Donc, il y a pas, chaque système a son avantage et son désavantage, mais les recherches comparées à l'heure actuelle sur la politique de l'immigration démontrent que les décisions politiques tendent à justement perdre la légitimité. Et donc, c'est sûr que de prendre une décision en isolation ou en isolation, ça crée des enjeux de légitimité à un moment où c'est une crise plus globale et surtout autour des questions d'immigration. Donc, il faut comme trouver un espèce d'espace mitoyen entre ces deux choses-là, mais tout en reconnaissant que chacun des modèles et j'ajouterais juste une dernière petite chose. On a vu la tendance plus générale du gouvernement aussi à se dire, il y a certains des enjeux qu'on va essayer de déplacer de cet espace de consultation-là vers de l'expertise. Donc, de dire qu'on va demander à des experts de régler des questions, c'est aussi une façon des fois de déplacer la patate chaude, si je peux me permettre. Et l'exemple de ça, on en parlait un petit peu avant de commencer le webinaire, c'est la question des permis fermés, par exemple, où la ministre a été interpellée dans le cadre des consultations. Elle a découvert les abus liés aux permis fermés. Et la réponse a été, on va demander à des spécialistes, des experts, on va leur donner un mandat pour essayer d'explorer la question. Ça peut être bien, mais c'est aussi vraiment une stratégie classique en politique de juste dire, finalement, on ne prendra pas de décision. Donc, ouais. Parfait. Laurence, Stéphane, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, justement, tu m'as pris les mots dans la bouche, Mireille. Je voulais justement d'extérioriser les enjeux comme avec les permis fermés. Oui, effectivement, c'est un résultat de la commission, mais ça aurait pu se faire sans la commission aussi. Je vais continuer à rester très critique là, par rapport à la consultation et la commission. C'est que je vais quand même rappeler que l'objet de la consultation, de consulter le monde sur l'immigration permanente, était biaisé dès le départ. Si on a fait des grands débats sur les 50 000, 60 000, alors que l'enjeu, ce n'est pas 50 000 ou 60 000, c'est le 400 000 permis de travail temporaire qui ont vraiment un impact sur la société, un impact sur les services, un impact sur les écoles, un impact sur le système de la santé et dont on n'a pas parlé là. Donc, je me questionne là sur est-ce que on n'a pas raté quelque chose là? Mais Stéphane, je me permets de revenir. Je m'excuse, Laurence, si vous voulez intervenir, mais parce que je vous ai posé la question plus tôt, mais il n'y a personne qui a répondu. On fait quoi avec les temporaires? Parce que la réponse me donnait, c'est les entreprises qui décident, mais là, dans le meilleur monde idéal, on est plein de spécialistes en régularise. Géographes, avocats. On fait quoi? Donc, si je vous nomme les quatre, comme les experts... c'est ce qu'on a proposé dans notre mémoire, c'est qu'on les régularise de manière prioritaire par rapport à chercher des immigrants de l'extérieur, des nouveaux immigrants. Et ça règle la situation de ceux qui sont ici, mais qu'est-ce qu'on fait pour les immigrants temporaires à venir? Comment on établit les seuils? Laurence? J'allais faire la blague, il faudrait une autre consultation publique, mais sur les temporaires, à laquelle on va mettre énormément d'heures, encore une fois. C'est intéressant comme question. C'est sûr, je n'ai pas la réponse à ça spécifiquement, mais il y a une chose qui est sûre par rapport aux temporaires, c'est que tous les programmes, presque à l'heure actuelle économique, là, valorisent ceux qui sont déjà ici.
On parle les programmes des autres provinces canadiennes. Il y en a plein qui, d'ailleurs, font tout pour aller chercher des francophones. C'est l'âge d'or pour les francophones hors Québec. On parle des programmes larges, fédéraux, l'expérience canadienne qui reconnaît l'expérience de travail au Québec. On parle et même l'expérience, le fameux PEC, Programme de l'expérience québécoise. Fait que tous nos programmes permanents, la plupart, tu as extra points puis tu as des chances d'être sélectionné pour la résidence permanente économique quand tu es déjà en sol ici. Puis même, on va penser au parrainage, réunification familiale. Ben, au moins, quand tu es déjà ici, ben, permis de travail ouvert, tu peux le demander tout de suite, tu peux rester. Bon, là, je sais que ça existe aussi maintenant pour l'extérieur, mais puis au moins vous êtes ensemble. Fait qu'il y a plein d'avantages donc et de programmes qui sont faits pour les gens qui sont déjà ici. Dans cette mesure-là, c'est parce que pour avoir ces gens-là ici qui ont accès à la résidence permanente grâce à tous ces programmes-là qui sont en place, bien, c'est des temporaires qui sont arrivés ici. Donc, c'est toute la logique derrière l'immigration, alors qu'il y a 15 ans, puis Stéphane peut le confirmer, il y a 15 ans, les gens arrivaient comme résidents permanents de l'étranger au Canada. Et là, le programme, c'est fait pour des gens qui sont ici comme étudiants internationaux, comme travailleurs étrangers temporaires. Donc, si on régularise ça, le temporaire, ben, automatiquement, ça va il va peut-être avoir comment je pourrais dire ça, moins de gens dans un bassin pour les appeler ceux qui sont élus à passer à la résidence permanente. Parce que là, actuellement, si on fait des mathématiques rapidement, c'est à peu près une personne sur 4, là. Ou même moins que ça, qui va être éligible à la résidence permanente avec les critères, etc. Puis les autres sont condamnés à renouveler, rester temporaire. Donc, je pense qu'il doit y avoir une question devant cette espèce de transition majeure qui a eu lieu en immigration canadienne et québécoise, de vraiment de temporaire en premier, permanent après. Mais comment on gère ça? Puis ça mériterait l'objet d'une autre consultation que Stéphane, je suis sûre, apprécierait d'y participer. Et j'espère qu'Erika participerait également à ça. Attendez ma retraite là, pour lancer de nouvelles consultations. Il nous reste même pas 2 minutes. 15 secondes à chacun. Adèle, je commence par vous. Mais très rapidement, ça remet en question le modèle canadien de l'établissement permanent. Et ça, je pense qu'il faut en parler en tant que société. Est-ce qu'on veut plus ressembler à une société comme en Europe, qui est sur l'immigration temporaire ou non? Je laisse les gens y réfléchir. Parfait. Stéphane? Oui, ben, je veux juste dire que je suis d'accord avec André Gariepi, bonjour André, que c'est du fait que c'est tellement politisé, l'immigration le restera politisé, ça va être très difficile de se baser sur des experts. Ça prend des experts, c'est sûr, donc votre avenir est assuré, Mireille et Adèle, mais ça restera toujours politique, là, c'est clair. Parfait. Merci Stéphane. Laurence? Je pense que je pense que c'est Mireille qui a déjà mentionné ça. Puis là, Mireille, je ne sais pas si je vais bien, mais je pense que ça serait intéressant qu'il y ait vraiment en 2 temps dans le futur, qu'il y ait un peu plus un débat, si on veut, des experts qui arrivent donc avec des propositions concrètes, puis pas juste avec des gens dans des juristes, là, on peut parler des statisticiens, démographes et tout, qui arrivent avec plusieurs propositions et après, il y aura un deuxième temps sur l'accessibilité sociale, qui je pense qui est très importante à avoir aussi, pour essayer de dépolitiser un peu plus le processus. Je pense que ça serait une avenue intéressante et je laisse le mot de la fin. Mireille, le mot de la fin. Moi, je veux juste dire l'ERICA va louer des autobus pour qu'on aille tous à Québec la prochaine fois. Moi, j'entends aussi le message d'Adèle qui est c'est intéressant parce qu'il y a une certaine politisation, mais en même temps, il n'y a pas nécessairement une participation directe citoyenne dans le processus, que ce soit comme public ou que ce soit comme participant. Donc, c'est ça, on ira. Adèle et moi, on est sur le dossier. Très bien, merci. Donc, on est arrivé au bout de notre heure. Merci à tous les 4. Je pense que c'était super intéressant. Merci à tous ceux qui étaient en ligne. Plus de 80 personnes pour l'événement d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment génial. Et donc, on se revoit la prochaine fois. En attendant, si vous voulez en savoir plus sur les activités de l'IRCA, n'hésitez pas à aller voir notre site web et aussi, nous vous enverrons le lien pour revisionner encore et encore et encore notre discussion d'aujourd'hui. Donc, bonne fin de journée et à la prochaine tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.